Bonjour à toutes et à tous. On va peut-être pouvoir commencer les 8h31. On va commencer à l'heure pour pouvoir aussi vous libérer dans les temps et pouvoir continuer votre journée après ce rendez-vous matinal. Eh bien, bienvenue dans ce 5e Quesaco de Topos. Aujourd'hui, nous allons parler d'observatoire des copropriétés et ce temps va se dérouler en 3 grandes étapes. La première, c'est la présentation de l'état des lieux du parc des copropriétés d'Orléans Métropole. État des lieux fait par Elliot. Alors, attendez, on va désactiver le son. Voilà. L'état des lieux fait par Elliot Bouzy de Topos et qui vous présentera donc les grands enseignements de cet état des lieux. Le deuxième temps, ce sera un témoignage de Sébastien Feneuil, qui est conseiller énergie à DIL du Loiret et espace conseil France Rénov'. Le troisième temps, ça sera bien sûr un temps de questions-réponses avec vous. Mais si vous avez des questions en cours de Quesaco, surtout, n'hésitez pas à les poser dans le fil de conversation sur l'onglet discussion de Zoom. Je prendrai soin de noter vos questions et puis de les relayer sur ce temps de questions-réponses. On sera ensemble jusqu'à 9h30 environ. Surtout, voilà, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, de vos questionnements. Autre point, pour que la présentation se déroule le mieux possible, je vous remercierai de couper vos micros, sauf si, bien sûr, vous souhaitez intervenir, vous pouvez lever la petite main sur Zoom, ça sera plus facile d'identifier votre demande d'intervention. En préambule, quelques mots sur l'Observatoire des copropriétés avant de laisser la parole à Elliot. Alors, pourquoi observer les copropriétés ? Il y a plusieurs raisons, parce que les enjeux d'observation sur les copropriétés sont multiples. Tout d'abord, on a bien sûr en tête l'enjeu majeur de rénovation énergétique et de performance énergétique, cet enjeu que va accélérer la loi climat et résilience dans son volet se loger. L'idée ici, c'est de pouvoir accélérer les rénovations énergétiques, notamment avec la contrainte de mettre l'étiquette énergie comme un critère de décence du logement. Sébastien vous en parlera plus longuement dans sa présentation. Et l'interdiction de mise en location pour des logements les plus énergivores. La question de la rénovation énergétique, c'est un premier enjeu, mais pour pouvoir le mettre en œuvre, il est nécessaire qu'une copropriété soit solide, dans le sens où elle est équilibrée dans sa gouvernance, dans son financement. Donc, nous, l'Observatoire des copropriétés, son objectif, c'est non seulement d'identifier les besoins en rénovation énergétique, mais aussi de pouvoir identifier les potentielles fragilités sur les copropriétés de manière à travailler en amont sur ces copropriétés qui sont trop fragiles pour pouvoir engager des travaux et pouvoir développer en tout cas vivre une vie de copropriété plutôt sereine. Donc l'objectif pour nous, c'est d'être en amont des actions que mènent nos partenaires pour cet observatoire, Orléans Métropole bien sûr, donc l'ADIL, l'espace Conseil France Rénov', et l'ANA. L'ANA qui finance donc l'observatoire des copropriétés, qui finance Topos pour cet observatoire. Pour tout ce qui est remarques d'ordre méthodologique, peut-être que ça intéressera certains d'entre vous de rentrer plus dans ce détail. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est peut-être pas rentrer dans des détails très très techniques sur l'observatoire, mais si vous souhaitez prendre contact avec nous dans un second temps, on échangera volontiers avec vous sur nos retours d'expérience sur tout ce qui est remarques méthodologiques. Je vais donc laisser la parole à Elliot maintenant, et puis je vous souhaite un bon Quesaco. Excusez-moi, donc bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, on va parler copropriété et en l'occurrence de l'observatoire que l'on copilote avec Orléans Métropole ainsi que d'autres partenaires que vous pouvez voir affichés à droite. Donc tout d'abord, un rappel du contexte donc de la gouvernance du pilotage de cet observatoire. C'est donc un observatoire que l'on initie sur la métropole orléanaise. Celui-ci, après, a quand même vocation à s'inscrire sur l'ensemble des EPCI des territoires de l'Orléanais. C'est un observatoire qui est inscrit dans un dispositif national
qui est soutenu par l'ANA, donc en l'occurrence veille et observation des copropriétés. C'est un dispositif que l'on peut retrouver sur d'autres territoires. Et en l'occurrence, c'est un dispositif qui s'inscrit sur une temporalité de 3 ans, où effectivement, l'ANA est en support, nous permettant que ça soit d'avoir accès à des données. En retour, nous fournissons également une information qui alimente une observation du contexte national des copropriétés. Comme l'a dit Hélène rapidement, donc c'est un observatoire qui a 3 objectifs principaux. Donc le premier étant de dresser un état des lieux du parc de copropriété, donc en l'occurrence d'Orléans Métropole. C'est ce que je vais vous présenter par la suite, cet état des lieux. Second objectif, et c'est celui-ci qui est le plus significatif, si on peut dire, c'est justement cette identification des copropriétés potentiellement fragiles. J'insiste sur le terme de potentiel, puisque c'est au regard d'un ensemble d'indicateurs que l'on estime la fragilité potentielle d'une copropriété. L'idée étant bien évidemment de guider les interventions publiques qui sont portées aussi bien par la métropole, également avec l'assistance de l'ANA, mais également les actions de l'ADI, l'espace conseil ferme. Et enfin, en lien avec cet objectif, l'idée, puisque c'est un observatoire qui s'inscrit dans le temps, c'est de pouvoir observer les effets ou les améliorations justement qui sont suite aux opérations qui sont portées sur les copropriétés. Je pense notamment, par exemple, sur le Orléans Métropole, nous avons un plan de sauvegarde qui porte sur plusieurs copropriétés. L'idée, c'est que l'observatoire identifie ces copropriétés, regarde leur potentielle fragilité et voit dans le temps la manière dont celles-ci s'amenuisent pour celles qui font l'objet de ce plan de sauvegarde. Et enfin, donc, comme je le disais, en termes d'animation, donc un copilotage avec la métropole, l'ANA est également associée, l'ADIL est également associée en tant que partenaire privilégié, si on peut dire. Et enfin, bien évidemment, les syndics de copropriété et les autres acteurs experts des copropriétés qui alimentent la réflexion aussi bien, théorique que méthodologique dans le cadre de notre observatoire. Donc, Hélène, s'il te plaît. Voilà, très bien, merci. Donc, pour rappel, quand même, la copropriété, parce que c'est un régime, c'est un objet un peu complexe. Donc, une première slide, justement, pour vous présenter ce qu'on entend derrière ce terme de copropriété et la copropriété au sens de nous, l'objet que l'on observe sur la métropole. Donc, une première définition qui rappelle justement ce qu'est une copropriété. Donc, en l'occurrence, plusieurs idées à retenir. C'est un immeuble qui a au moins 2 lots d'habitation. À ce titre, c'est un immeuble qui peut avoir un usage exclusif d'habitation, mais également une mixité d'usage. Par exemple, une copropriété peut avoir 100% de ses lots principaux qui sont des logements, mais elle peut également avoir une forme de mixité entre des logements, des commerces, également des bureaux. Sur la droite, vous pouvez voir la manière dont se répartissent ces copropriétés sur la métropole. Donc environ 3700 copropriétés. On en a quand même une grande majorité, bien évidemment, qui sont des copropriétés à usage exclusif d'habitation. Donc 100% de lots sont des logements. On a une part non négligeable de copropriétés qui ont des commerces, généralement en rez-de-chaussée. Et en termes de logement, il y a justement une diversité de copropriétaires. Ça peuvent être des personnes privées, qui est quand même la règle générale, mais on peut également avoir des organismes de logement social ou, par exemple, des sociétés civiles immobilières. Comme vous pouvez le voir à droite, voilà, la très grande majorité, ce sont des logements privés, mais il y a quand même 9%. En l'occurrence, voilà, c'est près de 5600 logements sociaux dans les copropriétés. Enfin, de manière plus, anecdotique sur la typologie des copropriétés, notre objet d'étude principal, ce sont les copropriétés verticales. Donc, en l'occurrence, c'est vraiment l'immeuble qui se dresse, mais on a également des copropriétés que l'on appelle des copropriétés horizontales. C'est généralement un ensemble de maisons qui forment une copropriété. C'est une typologie qui est quand même plus rare. Comme vous pouvez le voir, c'est seulement 4% du parc de copropriétés d'Orléans Métropole. Mais voilà, en termes de volume, c'est quand même 131 copropriétés. Donc, voilà. En termes, donc, l'état des lieux, donc, principalement, la première idée sur la question de la localisation. Comme on peut le voir sur cette carte, le parc de copropriétés d'Orléans Métropole est principalement concentré sur Orléans. Comme vous pouvez le voir,
Donc, les 3/4 des copropriétés sont localisées à Orléans. En termes de logement, c'est un peu plus, cette concentration est moins prégnante, puisque une grande majorité des copropriétés qui sont localisées à Orléans sont des petites copropriétés, donc avec un faible nombre de logements, tandis qu'en périphérie, on va retrouver davantage de grandes copropriétés, ce qui explique justement cette différence de concentration entre le nombre de copropriétés et le nombre de logements. Donc, une grande majorité de copropriétés à Orléans, notamment dans l'intramail, l'intramail étant la partie vraiment centrale d'Orléans. On a un logement sur 5 qui est quand même dans le quartier nord-ouest d'Orléans, ici. Et enfin, voilà, on trouve des copropriétés partout sur la métropole, même si, comme vous pouvez le voir avec ce tableau, leur répartition est... Il y a une forme de gap entre Orléans et les communes qui suivent. Et seule la commune de Marigny-les-Usages n'a pas de copropriété. Donc voilà pour la question de la localisation. Maintenant, en termes de typologie de copropriété, donc si on s'intéresse à la taille, comme je vous le disais à l'instant, voilà, on a une très grande majorité de près de 70% qui sont des copropriétés avec moins de 10 logements. Cependant, il y a quelque chose un peu paradoxal pour le coup. Voilà, une grande majorité de copropriétés avec un faible nombre de logements, qui ont peu de logements, mais voilà, en termes de volume de logements, ça représente seulement 18% du parc. À l'inverse, on a 3% des copropriétés qui ont plus de 100 logements, mais celles-ci, voilà, elles représentent un tiers du parc de logements. C'est un élément qu'il est intéressant de voir car ça nous interroge tout de suite, on va dire en termes d'intervention éventuelle sur le parc de copropriété, à se dire, voilà, il y a une possibilité d'intervenir sur un grand nombre de copropriétés, mais ça représente peu de logements, enfin un faible nombre de logements et un faible nombre de ménages, ou à l'inverse, agir sur une quantité restreinte de copropriétés, mais qui sont très grandes et qui représentent un volume important de logements. Tout de suite, par rapport à ces premiers éléments de typologie, c'est la question, donc, quels sont les risques et enjeux différenciés. Bien évidemment, ce qui est affiché ici n'est pas une généralité, c'est seulement en lien avec cette question de la présomption de fragilité. En l'occurrence, pour les petites copropriétés, on retrouve généralement un risque plus élevé de ce que l'on pourrait qualifier d'une forme de désorganisation, dans le sens où ce sont des copropriétés qui, pour la plupart, et c'est le cas notamment sur la métropole, ne sont pas, par exemple, immatriculées au registre national des copropriétés, qui est véritablement la base qui recense les copropriétés. Donc, c'est un premier marqueur, on va dire, en termes de gestion administrative. Donc, il n'y a pas d'immatriculation. Ce sont également des copropriétés qui, en règle générale, on retrouve une proportion moindre de syndics professionnels. Bien évidemment, un syndic bénévole est tout à fait en mesure d'avoir une gestion aussi comment dire, efficiente qu'un syndic professionnel. Mais voilà, c'est un marqueur qui peut nous indiquer d'un risque plus élevé en termes de gestion. Ce qui met tout de suite en évidence cette question des enjeux. D'une part, comme je vous le disais, par rapport à l'immatriculation, il y a un premier enjeu pour nous sur la métropole, puisque ce sont près d'un tiers des copropriétés qui ne sont pas immatriculées. Il y a un enjeu d'identification et de connaissance, puisque des copros qui ne sont pas immatriculés, pour le coup, on a moins d'informations. Je pense notamment à la question des impayés ou du type de gestionnaire, donc on a moins de visibilité sur leur état de santé, on va dire. En lien avec cette question administrative, on a un enjeu d'accompagnement, bien évidemment, des copropriétés où, par exemple, il n'y a pas de syndic, ou il y a un syndic bénévole ou qui ne sont pas immatriculés et qui, à ce titre, ne peuvent pas prétendre à certaines aides de l'ANA, eh bien, il y a un véritable enjeu d'accompagnement, aussi bien donc, sur le plan administratif qu'au moment d'envisager les travaux, donc sur le plan opérationnel. À l'inverse de ces petites copropriétés, on retrouve des grands ensembles où il y a également certains risques et enjeux qui leur sont propres. En l'occurrence, voilà, ce sont des copropriétés très grandes, donc par nature, il y aura une organisation quand même plus complexe, puisqu'il y a davantage de parties prenantes. Et sur la question des coûts, ce sont des copropriétés où généralement on retrouve je pense à des équipements de type ascenseur ou parking souterrain ou autres, qui entraînent des coûts de gestion et d'entretien qui sont plus élevés. Donc là, il y a un enjeu de gestion pour ces copropriétés. Donc voilà pour ce qui est de la taille. Second élément, donc c'est la question des périodes de construction.
C'est juste la slide d'après. Donc voilà, sur les questions des périodes de construction, donc premier constat, et qui n'est vraiment pas anodin, notamment en lien avec cette question, comme on va l'évoquer après sur la question de la rénovation énergétique, c'est le constat de, on a plus des 2/3 des copropriétés du parc sur Orléans Métropole qui ont plus de 50 ans. On a notamment une copropriété sur 2 qui est construite avant 1949. Donc voilà, vous pouvez le voir en termes au niveau de la répartition. Donc, tout de suite, ça nous interroge justement sur la vétusté, l'obsolescence présumée. Enfin, pour le coup, c'est plus fort que présumé, puisque voilà, il y a un véritable lien entre une copropriété qui peut être ancienne et si celle-ci n'a pas engagé des travaux ou n'a pas un entretien qui est plus efficient, bien évidemment, il y a des questions de vétusté, d'obsolescence qui se posent. Selon les périodes de construction, on constate quand même une certaine différence sur la qualité technique des copropriétés. Je pense notamment à la période de 1949-1975. On a une plus forte présomption de fragilité technique ou d'obsolescence par rapport à d'autres copropriétés, notamment celles d'avant-guerre. Donc tout de suite, voilà, en termes des enjeux, on a un enjeu, et c'est justement très important c'est un enjeu très fort sur la métropole, cet enjeu de résorption de l'habitat indigne et insalubre. La métropole porte beaucoup d'actions justement pour lutter contre l'habitat indigne et insalubre. En lien directement avec cet enjeu, on a la question du renouvellement urbain. L'idée étant de pouvoir quand même mobiliser rénover le parc existant. Également, sur la métropole, on a un enjeu de protection patrimoniale. Je vais vous parler de l'Intramail. C'est un territoire où l'ensemble des copropriétés sont en ZPPUP, qui est une zone de protection patrimoniale et architecturale. Donc voilà, c'est en lien également avec cette question de rénovation énergétique, mais rénovation patrimoniale également. Donc voilà pour ce qui est de la période de construction. Ensuite, tout de suite, lorsqu'on s'intéresse au statut d'occupation, c'est un premier constat, mais que l'on retrouve généralement sur un ensemble de territoires à l'échelle nationale, c'est une prépondérance de propriétaires bailleurs. En l'occurrence, on a donc un logement sur 2 qui est en location. Donc un logement sur 2 qui est en location, près d'un tiers, ce sont des logements qui sont occupés par des propriétaires occupants pour le coup, et on a un taux de vacances de 14%. On a fait un croisement justement entre ce statut d'occupation et la période de construction, et on remarque une dimension locative qui est plus marquée dans les copropriétés récentes. Comme vous pouvez le voir, plus la copropriété est récente, plus on retrouve justement une proportion de propriétaires bailleurs qui est assez importante. Il y a une fois de plus, par rapport aux risques et enjeux qui sont associés à ce constat du statut d'occupation, c'est lorsqu'on s'intéresse aux copropriétés issues de l'investissement locatif privé. Je rappelle une fois de plus que ce n'est pas une généralité, ce qui est posé là à l'ensemble de ces copropriétés, mais celles-ci peuvent présenter, on va dire, un risque plus élevé, notamment d'une forme d'entretien qui pourrait être plus partielle dans le sens où généralement ce sont des copropriétés où il y a une idée de logique de rentabilité immédiate qui fait que l'on n'a pas forcément l'envie d'engager des coûts justement d'entretien importants dans le temps. Sur la question des modes d'occupation, on a également une forme d'inadaptation dans le sens où ce sont des copropriétés qui peuvent avoir été créées sur le territoire, mais sans véritablement répondre aux besoins au regard de la population en place. Donc voilà, ce n'est pas forcément une généralité, mais c'est un élément à prendre en compte. Et en l'occurrence, les copropriétés où il y a 100% de propriétaires bailleurs, donc ce sont des copropriétés issues de cet investissement locatif privé, on en retrouve de mémoire à peu près 150 sur la métropole. Donc par rapport au statut d'occupation, lorsqu'on va davantage sur un angle de fragilité, c'est la question de la vacance, qui se trouve juste sur la diapo d'après. Merci. D'après. Très bien, merci. Donc voilà, la question de la vacance. Donc cette vacance, elle est un taux de vacance de 13%. Elle est quand même supérieure donc,
l'ensemble du parc privé de la métropole, nous, ce qui nous intéresse dans le cadre de la fragilité, parce qu'on parle généralement de taux de vacances pour désigner une forme d'attractivité ou non d'un logement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la question de la vacance structurelle. Donc, en l'occurrence, c'est un logement qui est vacant depuis au moins 2 ans. Et là, c'est un premier signe justement d'une éventuelle fragilité. Donc, ce taux de vacances structurelle, la moyenne est de 3% sur le parc de propriété de la métropole. En termes de volume de logement, c'est près d'un tiers des logements vacants depuis 2 ans ou plus se situent dans l'intramail. L'intramail, comme je vous le disais, cet espace central d'Orléans où on retrouve beaucoup de petites copropriétés, beaucoup de petites copropriétés anciennes. Donc, on commence à voir qu'il y a une forme d'addition de facteurs ou de présomption de fragilité et qui met en évidence des secteurs où il est très pertinent de porter l'attention. Donc, ce taux de vacances, comme je vous le disais, selon la période de construction, on remarque qu'il est bien plus important dans les copropriétés qui ont été construites avant 1949, aussi bien pour la vacance de moins de 2 ans que pour cette vacance structurelle. En termes d'enjeux et de risques, bien évidemment, la question de la vacance, premier constat, c'est le fait qu'un logement inoccupé pendant plusieurs années, il y a une forme de dégradation qui peut s'opérer puisqu'il n'y a pas forcément d'entretien. En termes financiers, un logement inoccupé, c'est bien évidemment un loyer qui ne rentre pas, par exemple, pour un propriétaire bailleur, et donc c'est une capacité de financement et notamment d'engagement de travaux qui serait amoindrie dans le temps. Cette question de la vacance, comme je vous le disais, ce sont des sujets, un sujet de toute façon que l'on retrouve, un enjeu très, très fort à l'échelle nationale, et donc l'Observatoire des copropriétés, comme au titre de la lutte contre l'habitat indigne et insalubre, permet également de participer à ces actions de repérage et de suivi des logements vacants, dans l'idée, bien évidemment, de résorber la vacance sur le territoire. Donc, voilà pour la question de la vacance. Donc une forme de synthèse, véritablement les éléments à retenir. On regarde cet état des lieux sur la métropole. Donc, comme je le disais, près de 3 700 copros, 63 808 logements. Ça représente quand même 41% du parc de logement de la métropole. On a un parc, donc, pour le coup, comme on l'a précisé au début, qui est partiellement immatriculé au registre des copropriétés. Donc, ça nous interroge par rapport au suivi de ces copropriétés, ça nous interroge par rapport à leur gestion. Troisième constat, c'est un parc qui est dominé. Donc, on retrouve une très grande majorité de petites copropriétés d'avant-guerre, mais ce sont des copropriétés qui pèsent peu en termes de logement. Comme je l'ai précisé au départ, ce qui nous interroge en termes d'action sur la question du volume. Un volume, agir sur ce grand volume de petites copropriétés, mais qui pèsent peu en termes de logement. On a donc un parc globalement ancien, en fin de cycle technique. Tout de suite, ça met en évidence, comme on l'a vu, les enjeux de rénovation énergétique que l'on va explorer davantage avec Sébastien après. La question donc, de ces propriétaires bailleurs, qui est très importante, notamment dans le parc à partir des années 2000, enfin une vacance plus marquée dans le parc d'avant-guerre. Une fois qu'on a posé ces constats, ça met en évidence une typologie, plusieurs typologies de copropriétés, mais notamment une qui prédomine. Comme je le disais, ce sont ces petites copropriétés d'avant-guerre qui sont principalement localisées à Orléans et où l'observation doit être, on va dire, la plus poussée puisque celle-ci additionne, et je le rappelle à nouveau, des présomptions de fragilité. Donc, différents enjeux, et ça nous amène donc cette question des présomptions de fragilité. L'idée de l'observatoire, c'était dans le deuxième objectif que l'on a énoncé au départ, c'est de pouvoir regarder l'état de santé ou la fragilité potentielle de chaque copropriété. Donc, à partir de là, se pose la question de comment on mesure cette fragilité. La fragilité ou les fragilités des copropriétés, voici un schéma synthétique qui présente la manière dont la dégradation d'une copropriété peut s'opérer. En l'occurrence, on parle de cycle de dégradation pour qualifier cet ensemble d'interactions. L'idée, là, ce n'est pas de vous lister forcément l'ordre, mais c'est pour mettre en évidence le fait qu'on a des facteurs de fragilité qui tiennent à la question de la technique, donc par exemple l'état du bâti, comme je disais, donc la question de la période de construction, la question de la typologie de la copropriété. On a des facteurs qui tiennent plutôt à la question financière,
sont notamment les impayés, généralement, dont on parle pour avoir une visibilité sur cette fragilité financière. En lien avec celle-ci, on a la question des facteurs de fragilité qui tiennent à la question administrative et juridique de la copropriété. Et enfin, sur le statut d'occupation, donc on va dire la typologie socio-économique de la copropriété, eh bien celle-ci a également une incidence. Et enfin, un dernier facteur de fragilité qui est sur la question du positionnement de la copropriété sur le marché immobilier. Une fois que l'on voit l'ensemble de ces schémas, ça nous amène tout de suite à la méthodologie, la manière dont justement on identifie la fragilité potentielle des copropriétés. Donc, c'est tout de suite la question des indicateurs. Donc, en l'occurrence, nous, pour faire ce travail d'observation de la promotion de fragilité, on a construit, donc on a posé différents indicateurs qui sont le fruit d'une part de récolte de données, mais également d'entretien avec nos partenaires pour voir quels étaient les indicateurs les plus pertinents, les plus marquants qui témoignent de la fragilité de la copropriété. Donc, comme je vous le disais, il y a des indicateurs qui sont sur la question, qui touchent à la question de l'état du bâti, d'autres sur la question financière, sur le statut d'occupation, la gestion administrative et le positionnement sur le marché immobilier. Donc voilà, on a 11 indicateurs qui recoupent 5 thématiques qui sont en lien avec le schéma que je vous ai monté précédemment. Comme disait Hélène, on ne va pas trop rentrer dans le détail méthodologique, mais l'idée principale étant de retenir que l'ensemble de ces indicateurs possèdent des bornes et des seuils qui nous permettent de calculer un indice global. Cet indice global, qui est présenté de la manière suivante, ça peut être une note sur 20, elle-même qui peut être transformée sous un code couleur. Cet indice global, que l'on va retrouver pour chaque copropriété, permet de situer une copropriété. Je ne sais pas, une pourrait avoir 10 sur 20 ou 7 sur 20. Par rapport à la moyenne du parc, ça nous permet de la situer, voir si celle-ci semble quand même potentiellement plus fragile ou à l'inverse, si celle-ci semble potentiellement mieux se porter. Donc cet indice global. On a également, pour une approche, on va dire, plus opérationnelle, des indices thématiques. Pour chaque copropriété, on retrouverait donc cet indice global, construit selon l'ensemble de ces indicateurs, mais également 5 indices thématiques. Et au regard de la note, par exemple, sur l'état du bâti, on aurait peut-être une note de 5 sur 20. À l'inverse, on aurait une note de 15 sur 20 pour la gestion administrative. Si l'indice global, c'est une note de 6, eh bien, on sait que c'est en grande partie lié à l'état de son bâti. Donc, comme je disais, pour une approche plus opérationnelle, où une fois qu'on observe ces indices thématiques pour chaque copropriété, ça nous permet de savoir en termes d'intervention, d'action à mener, de quelle manière on priorise sur la copropriété ou sur quel biais il faudrait agir. Donc voilà pour la question de la méthode. Sur la question des outils, l'idée, c'est que l'ensemble de ces informations soit sur notre portail cartographique. On aurait une carte des territoires de l'Orléanais. On zoome sur la métropole, on verra apparaître l'ensemble des copropriétés. On clique sur la copropriété, une fiche d'identité apparaît. Donc ça, c'est pour la copropriété. Et comme on a quand même un objectif de dresser un état des lieux du parc, sur ce portail, il y aura également une fiche par commune et une fiche par EPCI. Et il y a la question de l'accès différencié, puisque bien évidemment, tout ce qui est de l'ordre de l'état des lieux que j'ai présenté au départ, il n'y a pas forcément une très grande sensibilité de l'information dès lors qu'on rentre sur la question de la fragilité. Bien évidemment, c'est une information qui sera seulement diffusable à nos partenaires, donc en lien avec l'Observatoire, mais qui n'est pas grand public. L'idée, bien évidemment, n'étant pas de pouvoir, que cette information, si elle était publique, puisse stigmatiser telle ou telle copropriété. Donc voilà pour la méthodologie et je vais laisser la parole justement à Sébastien Feneuil qui va vous présenter, au regard de ce qui est présenté là, quels sont les enjeux en matière de rénovation énergétique et les actions portées par la DIL Espace Conseil Ferme. Oui, bonjour, merci. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, merci pour cette introduction, si c'est même plus qu'une introduction. Donc effectivement, la DIL Espace Conseil France Rénov'. Là, je vais vous présenter très rapidement quelques enjeux concernant la copropriété, puisqu'il y en a bien d'autres. Mais dans les principaux qu'on a pu noter, ça va être
Donc l'arrivée du nouveau DPE, diagnostic de performance énergétique, qui est opposable et avec double seuil, c'est-à-dire qu'il y a non plus que l'énergie qui va influencer sur la note finale, mais aussi la note en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Ce nouveau DPE, du coup, qui est entré en vigueur au 1er juillet dernier. On a ensuite, donc ce DPE va impacter du coup la façon dont se vendent, dont se louent les logements dans la copropriété et dans les maisons individuelles aussi. Il y a également en enjeu en copropriété l'arrivée des nouveaux seuils de décence énergétique des logements. Donc à chaque fois, je vous ai mis des liens. Je ne sais pas si la présentation sera récupérable, mais voilà, en bleu, à chaque fois, vous avez un lien vers de la documentation officielle. Pour le seuil de décence énergétique des logements, on a par exemple à partir de 2023 un premier seuil qui est en fait un seuil de 450 kWh d'énergie finale par mètre carré et par an. En dessous de ce seuil-là, les logements seront considérés comme, enfin au-dessus de ce seuil-là, les logements seront considérés comme indécents et ne pourront plus être loués. À savoir que ça considérera les nouveaux baux d'habitation et les baux qui sont en cours ne sont pas concernés. On a également un autre enjeu qui est, avec la loi climat et résilience, l'obligation du plan pluriannuel de travaux en copropriété, en tout cas l'obligation de faire un projet de plan pluriannuel de travaux, qui est à mettre du coup au vote en Assemblée générale. Ce projet de plan pluriannuel de travaux, il a été mis en place parce qu'on s'est rendu compte que finalement, il y avait dans pas mal de copropriétés, notamment des petites copropriétés, des fois des politiques un peu de l'autruche où on fait les travaux quand on est devant le fait accompli parce qu'il y a quelque chose qui est cassé, qui est abîmé, qui est dégradé, mais il n'y a pas de réflexion sur une anticipation des besoins de travaux. Et ce plan pluriannuel sur 10 ans permet justement d'anticiper et de rendre visibles des travaux qui vont être nécessaires à moyen terme pour les copropriétaires. Et donc, ça peut être un outil à utiliser en copropriété pour inciter ou en tout cas rendre compte des travaux qui vont être faits et donc, à côté de ça, des budgets qui devront être prévus. Voilà pour les principaux enjeux. On pourra revenir dessus éventuellement sur les questions s'il y en a. Concernant du coup maintenant certains freins également, là encore, ce n'est pas exhaustif, mais c'est une partie des freins pour les copropriétés et les copropriétaires. On va déjà avoir en copropriété, donc une gouvernance qui est très spécifique. On a un syndic qui est chargé de gérer au jour le jour la copropriété. On a un conseil syndical qui est chargé d'assister le syndic. Et on a le syndicat des copropriétaires qui représente du coup tous les copropriétaires de la copropriété. Il n'est pas toujours évident que toutes ces instances, ces entités aillent dans le même sens. Et on a bien souvent des copropriétés dans lesquelles soit on a ces trois instances clairement identifiées, mais où on a des querelles et voilà, de la défiance entre ces différentes entités. Et donc, on a du coup du mal à prendre des décisions pour aller de l'avant dans la copropriété. Et on a d'autres copropriétés, notamment les petites copropriétés, pour lesquelles cette gouvernance est finalement pas très bien identifiée, puisqu'on est à la fois copropriétaire, membre du conseil syndical, peut-être même syndic bénévole. Et parfois, ça manque un peu justement de bien identifier comment fonctionne la copropriété. Ça se passe beaucoup de façon informelle et ça peut parfois poser des problèmes quand on en arrive à prendre des décisions importantes sur des travaux, par exemple, de rénovation énergétique. Ensuite, un second frein, ça va être la temporalité des projets en copropriété. C'est-à-dire qu'on a un rythme très cadencé, avec notamment les assemblées générales, comme on voit sur le petit schéma, un petit exemple, mais dans un projet de rénovation énergétique, entre le moment où on rentre dans le dispositif, où on a cette idée, ce projet qui naît de rénovation énergétique, et le moment où on va avoir terminé les travaux, on a plusieurs années. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident de gérer, puisque on peut avoir des dynamiques qui s'essoufflent avec le temps, on peut avoir des personnes qui changent au sein des syndics. Donc voilà, un gestionnaire de syndic qui change peut faire que le projet peut être mis en péril. Donc voilà, la temporalité longue des projets en copropriété est un élément très important à prendre en compte dans une réflexion sur la rénovation énergétique. Ensuite, concernant les dispositifs d'aide, on a assez régulièrement un manque de visibilité, à long terme en tout cas, sur des aides financières, qu'elles soient nationales ou peut-être plus locales, mais en tout cas, là je pense notamment aux aides nationales. Et en
mise en relief, quand on met ça en face d'une temporalité longue de projet, on se rend compte que des aides avec peu de visibilité et des projets qui durent longtemps, ça ne pousse pas les copropriétaires à s'engager dans des travaux parce que ça n'inspire pas confiance et voilà, ça met en péril parfois des votes de travaux. Avant-dernier frein qu'on a pu noter, c'est le reste à charge. Malgré les aides financières, un reste à charge qui peut être élevé pour des ménages qui ont peu de capacité d'emprunt et qui donc parfois se retrouvent un peu au pied du mur et à peut-être devoir vendre leur logement parce qu'ils ne peuvent pas assumer les travaux qui ont été votés. Ou alors ça va provoquer justement un blocage par rapport au vote des travaux. Et puis pour terminer sur les freins qu'on a listés ici, au niveau des professionnels, que ce soit pour les études, donc les audits, etc., ou les travaux, on a des professionnels compétents sur le territoire, mais ils restent quand même en nombre assez faible. Et on se retrouve du coup souvent avec deux ou trois entreprises qui sont les mêmes sur les chantiers. Pareil pour les cabinets d'architecture, les bureaux d'études. Donc, il y a le bon côté, c'est qu'on a l'habitude de travailler avec ces personnes et ça peut faciliter des projets. Mais à côté de ça, les copropriétaires ont parfois l'impression de ne pas avoir une mise en concurrence des différentes des prestataires et ça peut aussi freiner certains projets. Voilà pour les freins principaux. Et on a également, je rajouterai qui n'est pas écrit, ce qui est le cas de toutes les grandes villes en France avec des centres anciens. On a, pour faire le lien avec l'Observatoire, beaucoup de petites copropriétés qui sont en centre-ville et on a des problématiques concernant l'architecture des bâtiments, les zones avec des règlements au niveau des architectes des bâtiments de France. Et c'est très difficile des fois de faire entrer ces copropriétés-là dans le cadre d'une rénovation énergétique. Alors, on peut passer à la diapositive suivante avec du coup plutôt les leviers pour agir sur la rénovation énergétique. On a donc, même si on a parfois des manques de visibilité, on a des aides financières nationales et à ces aides-là s'ajoutent des aides locales. Donc, par exemple, nous, on a la région centre qui apporte des aides, qui peut apporter des aides, la métropole d'Orléans. Donc, tous ces dispositifs-là, il y en a plusieurs. Il y a aussi les prêts collectifs qui peuvent être mobilisés. Ça demande vraiment une compétence d'ingénierie financière, mais quand on maîtrise bien tous ces dispositifs, on peut arriver à avoir une très grande part quand même de financement sur certains projets. Ensuite, en levier, forcément, je prêche pour ma paroisse, mais en tout cas, on a l'accompagnement quand même de l'ADIL, qui est un accompagnement gratuit et qui est un tiers de confiance, et c'est important que les copropriétaires, notamment, et les conseils syndicaux puissent avoir une personne identifiée à qui elles peuvent poser des questions, que ce soit juridiques ou en tout cas sur de l'information, et de l'information qu'elles peuvent considérer fiable, contrairement parfois aux informations qui peuvent être données par leur syndic ou leur gestionnaire de syndic, non pas qu'ils ne sont pas compétents, c'est juste qu'il y a toujours, comme je le disais, des fois une relation de défiance entre le gestionnaire de syndic et le conseil syndical, parce qu'on a on a une question d'argent, il y a des prestations facturées, et tout de suite, on a un lien qui est un peu différent. En levier, on a également l'implication de la métropole d'Orléans. Sur notre territoire, on a quand même la chance d'avoir cette dynamique-là, avec notamment une campagne qui va bientôt arriver à partir de l'automne, une campagne d'action et de communication qui s'appellera donc Rénovons Collectif. Mais voilà, ce n'est pas le seul, c'est juste un exemple. Hein. Il va aussi y avoir des réflexions concernant les aides financières qui peuvent être apportées par la métropole. Et donc, l'ADIL, justement, on travaille avec la métropole pour adapter au mieux les dispositifs locaux et essayer de faire en sorte que ça puisse favoriser ces projets de rénovation énergétique. Et tout ça, c'est permis aussi parce que la métropole a mis en place, par exemple, cet observatoire et a demandé à ce qu'un travail soit fait. Donc ce travail d'observatoire est vraiment très important pour, à l'échelle de la métropole, se rendre compte ça permet de, comment dire, d'ajuster les politiques publiques et d'ajuster les endroits où on va choisir d'apporter un effort en particulier. Et pour terminer, les leviers, tout à l'heure, j'ai parlé de l'obligation réglementaire du plan pluriannuel de travaux qui est apporté par la loi Climat et Résilience. Plutôt que de voir ça comme juste une contrainte et une obligation réglementaire, nous, on pense que justement, ça peut être, les gestionnaires de syndic notamment peuvent s'en saisir pour le valoriser et le mettre au vote
en présentant ça comme justement un outil très utile à la copropriété pour piloter ses dépenses sur les années à venir et justement avoir un équilibre financier qui puisse être conservé à moyen et long terme en anticipant des dépenses qui peuvent être importantes, que ce soit de l'entretien, du gros entretien qui est nécessaire à ce que la copropriété ne se dégrade pas et qu'elle ne rentre pas justement dans une notion de fragilité, et que ce soit aussi les travaux de rénovation énergétique. Voilà pour les leviers principaux, même s'il y en a d'autres. Et si on passe à la diapositive suivante, donc pour présenter succinctement l'action de la DIL, j'en ai déjà un petit peu parlé. Donc on a une mission de service public avec le réseau France Rénov', une mission de service public de conseil et d'accompagnement sur la rénovation énergétique. On se positionne comme un tiers de confiance dans le sens où c'est de l'information et des conseils gratuits qui sont indépendants et neutres. On conseille aussi bien les copropriétés, enfin dans les copropriétés, on conseille aussi bien les conseils syndicaux. On est là pour apporter des informations et les aider dans leur travail de tous les jours. Les gestionnaires de syndics aussi, parce qu'avec la réglementation qui change régulièrement, les seuils de décence par exemple des logements, eh ben, on a cette force à la DIL d'avoir à la fois, comme moi, des personnes qui sont conseillers énergie, donc plutôt un volet technique et sur la rénovation énergétique, mais aussi des personnes qui ont des compétences juridiques et qui peuvent, au fur et à mesure des nouveaux textes de loi, apporter une lecture de ces textes pour après appuyer le travail des gestionnaires de syndic et des conseils syndicaux. Et donc, comme je l'ai dit, bah voilà, une information qui est à la fois technique, financière et juridique que peut proposer la DIL. Pour aller plus loin, si des personnes sont intéressées sur la rénovation énergétique en copropriété, donc il y a un guide pratique qui a été fait par l'ADEME qui est plutôt clair. Et puis, dans tous les cas, bah voilà, la DIL reste disponible pour toute question, par mail, par téléphone, pour voir si vous avez des besoins d'informations particuliers. Je vous remercie du coup d'avoir pris le temps de nous écouter. Puis après, je suis disponible s'il y a des questions. Moi, je vous laisse la main du coup pour la suite du webinaire. Merci Sébastien. Donc effectivement, là c'est le moment si vous avez différentes questions, que ce soit aussi bien sur le premier état des lieux qu'on vous a présenté sur la métropole, que ce soit aussi bien sur les actions portées par la DIL, également actions conjointes, comme je le disais, avec Orléans Métropole. Également des questions, bon, l'idée qu'on ne rentre pas trop dans la technique, mais d'ordre méthodologique, même si, comme disait Hélène, en début de ce temps d'animation, bien évidemment, si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez nous les poser par la suite. Donc voilà, je ne sais pas si ça a suscité des interrogations chez vous, comme le rappelait Hélène en plus au début, c'est un contexte très... On en a beaucoup parlé, notamment des effets de la loi climat et en lien avec ce qu'a présenté Sébastien sur la question notamment des étiquettes énergie, de la réforme qui touche celle-ci et qui va obliger dans les années à venir justement à ce qu'il y ait un engagement de travaux assez important sur beaucoup de copropriétés, notamment les plus anciennes. Donc voilà, je ne sais pas si ça appelle des questions, je vous en prie. Donc j'ai une première question d'ordre, on va dire, un peu méthodologique. Donc en l'occurrence, les sources de données de l'Observatoire. La première étant, comme on l'a évoqué, le registre national des copropriétés, qui est piloté, chapeauté par l'ANA. Ce registre est très important puisqu'il nous donne l'information notamment sur est-ce qu'il y a un syndic, quel est-il, quelles sont les finances de la copropriété, donc par exemple les charges courantes, mais également le fonds de travaux ou autres, des informations d'ordre énergétique lorsque celles-ci sont présentes. Je pense notamment au type de chauffage, à la question d'étiquette énergie des bâtiments. Donc voilà, première source de données principale, c'est le registre. On a également après les fichiers fonciers, donc qui sont des fichiers fournis par la Direction générale des finances publiques. Ce sont ces fichiers qui nous permettent de localiser et de poser un volume de copropriété sur le territoire. Donc c'est la source de données, on va dire, la plus fiable. Celle-ci relève des impôts, donc en termes de déclaratifs, voilà, on est quand même sur quelque chose de très fiable. Donc le registre, les fichiers fonciers, pour la question du positionnement de la copropriété sur le marché immobilier, on fait appel à les données s'appellent DV3F, qui pour le coup, celles-ci sont publiques. On peut retrouver ça sur un site gouvernemental, il me semble. Et donc voilà, ce sont des informations qui nous donnent une information voilà, sur le marché immobilier des copropriétés
Après, pour des questions de statistiques, cette information, on ne l'aura pas pour toutes les copropriétés. Ça va dépendre du nombre de ventes, ça va dépendre de voilà, est-ce qu'il y a un nombre de ventes suffisant entre plusieurs périodes. Donc, ce sont nos sources de données principales. Et après, on a eu des informations plus qualitatives, notamment avec nos entretiens avec les syndics de copropriété, les AMO et autres partenaires pour récupérer des informations, notamment sur est-ce que la copropriété a engagé des travaux dans les années antérieures, est-ce que celle-ci est en train d'engager des travaux en ce moment ou projette d'en faire, quels ces travaux peuvent-ils être. Donc voilà, nos sources de données principales pour essayer de récolter le maximum d'informations à l'échelle de la copropriété. Peut-être, alors il y a une autre question, quid des copropriétés non inscrites? Alors, juste avant de répondre, si vous voulez aussi prendre la parole, n'hésitez pas, hein, vous pouvez ouvrir votre micro et puis développer une question si à l'écrit c'est trop complexe à formuler. Donc, les copropriétés non inscrites. Elliot, je te laisse répondre. Alors, effectivement, comme je le disais, et c'est lorsqu'on va regarder pour justement constituer cet indice de fragilité, une copropriété qui n'est pas inscrite, on n'aura pas d'informations, par exemple, sur le taux d'impayé, on n'aura pas d'informations sur le type de syndic. Donc, cette copropriété, au moment de poser sa fragilité potentielle, il y aura un indice qui sera quand même posé, mais tout de suite, il y aura une précision disant que cet indice n'est pas consolidé dans le sens où il n'a pas l'ensemble des indicateurs permettant d'affiner cette fragilité au mieux. On garde bien évidemment ces copropriétés dans notre champ d'observation et notamment on les identifie puisque, comme on le disait, voilà, il y a un véritable enjeu aussi au fil des années à pouvoir accompagner ces copropriétés et à s'immatriculer au registre, puisque en termes d'aide, et je pense notamment à MaPrimeRénov', une copropriété qui n'est pas inscrite au registre des copropriétés ne peut, par définition, pas prétendre à certaines aides. Donc, c'est assez handicapant, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais voilà, ça pose quand même un peu problème, une fois de plus, au regard du contexte réglementaire qui va forcer d'une certaine manière un grand nombre de copropriétés à engager des travaux de rénovation énergétique. Donc, il y a un vrai enjeu d'une part, de pouvoir les identifier, chose que l'on fait, et de pouvoir les accompagner par la suite. En tout cas, si vous avez des questions dans un second temps, n'hésitez pas à revenir vers Elliot, Sébastien ou moi, on se fera un plaisir de vous répondre. Juste pour vous préciser les prochaines étapes de l'Observatoire en 2 mots. Donc, Elliot en parlait, hein, il y a tous les travaux sur l'indice de fragilité, la construction, sa validation, etc., qui est en cours avec nos partenaires. L'étape suivante, ça sera aussi l'élargissement de cet observatoire à l'ensemble des communautés de communes, des territoires de l'Orléanais, notamment en support de leur démarche Petite Ville de demain. Certes, le volume de copropriété est moins important hein, dans le périurbain ou le rural qu'à Orléans Métropole, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'enjeu hein, sur ces territoires. Donc, ça sera la seconde étape de cet observatoire que de s'élargir à un territoire plus large. Et pour finir, juste un petit point d'information si ça vous intéresse, un 6e Quesaco qui est prévu donc, le 12 juillet sur la thématique des zones d'activité économique. Et vous pourrez bientôt vous inscrire sur le site de Topos à ce nouveau Quesaco qui est prévu dans quelques semaines. Je voulais remercier vous tous, vous toutes, de vous être connectés ce matin, d'avoir suivi cette présentation et Sébastien d'avoir bien voulu apporter son œil d'expert sur les copropriétés. Donc, n'hésitez pas, enfin, on pourra mettre dans le chat si vous voulez nos adresses mail, si vous souhaitez nous joindre. Et on vous dit à très bientôt lors d'un prochain Quesaco ou d'une prochaine rencontre. Merci.